À Hawaï, le Mauna Loa est le plus grand volcan actif de la planète. Sa masse colossale est à l'origine d'un danger méconnu. Ses flancs instables peuvent s'effondrer dans l'océan, provoquant un méga tsunami. C'est une vague gigantesque, probablement entre 150 et 200 mètres de haut. D'autres tsunamis, provoqués par des tremblements de terre autour du Pacifique, touchent régulièrement les côtes de l'île. La maison a commencé à se soulever et à bouger. Si un jour je voyais la mer se retirer, je m'enfuirais le plus loin possible sans hésitation. Au-dessus des nuages, depuis le sommet, les scientifiques surveillent avec inquiétude le réchauffement de notre planète. Le Mauna Loa est une tour au milieu du Pacifique. C'est assez haut pour obtenir une valeur très proche d'une valeur mondiale. Le géant du Pacifique impose son rythme aux hommes qui vivent dans l'attente d'un prochain cataclysme. Depuis plus de 15 ans, je parcours les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d'eux. Partager leur quotidien, c'est comprendre un peu mieux l'histoire vivante de la Terre et de ses habitants. Hawaï est un archipel volcanique situé au cœur du Pacifique. Au sud, sur Big Island, le Mauna Loa est le plus haut relief de la planète. Plus de 9200 mètres d'altitude depuis le fond de l'océan, dont 4200 mètres à l'air libre. Le Mauna Loa est un volcan très jeune et très actif. Sa dernière éruption date du 25 mars 1984. Le volcan se réveille de manière aussi soudaine que spectaculaire. Pendant 3 semaines, cette éruption déverse des centaines de millions de mètres cubes de lave. Couche après couche, depuis des millénaires, sa masse augmente pour donner naissance à un immense titan de basalte. Si les éruptions du Mauna Loa menacent régulièrement les habitants de Hawaï, les coulées de lave ne sont pas le seul risque volcanique prêt à frapper l'île. L'accumulation phénoménale de lave engendre une menace insoupçonnée. Sur les falaises accidentées de Big Island se trouvent les indices de cataclysmes passés. Gérard Fryer est un géophysicien de renommée mondiale. Ça va être une belle vue, là. Il a consacré sa vie à l'étude du Mauna Loa. Vous pouvez voir une falaise. Elle ne semble pas très large. Elle mesure seulement entre 100 et 200 mètres de haut, mais on pense que c'est le mur d'effondrement d'un gigantesque glissement de terrain. Le mur de cet effondrement monte sur la pente jusqu'à environ 20 ou 30 km, puis redescend. Donc, le volume total du glissement de terrain se compte en plusieurs centaines de kilomètres cubes, voire même en milliers de kilomètres cubes. Les dimensions sont tellement énormes qu'on a du mal à mettre une échelle. Ça donne une vague qui fait combien de hauteur? Cela a fait baisser le niveau de la mer sur environ 2 km. Ce qui donne une vague gigantesque de 150 à 200 mètres de haut, probablement. Donc, elle déferle sur une très longue distance. La masse et la croissance rapide du Mauna Loa en font un édifice instable. Il y a environ 250 000 ans, ces pentes se sont effondrées dans l'océan Pacifique, provoquant un méga tsunami.
Comment se passe ce type de glissement de terrain? Ça prend quelques secondes, quelques minutes, quelques heures? Pour celui qui a eu lieu il y a 250 000 ans, ça a dû prendre entre 10 et 15 minutes. C'est... Waouh! On aurait pu être là et voir partir ce glissement de terrain en quelques minutes comme ça. Oui, c'est vrai. Cela devait être absolument époustouflant. Même si tu te trouvais au sommet de la falaise, la vague t'attraperait. En pénétrant dans l'océan, l'énorme volume de roches pousse un immense volume d'eau, formant une onde de choc. Cette onde génère alors sur les littoraux des vagues géantes, pouvant atteindre près de 300 mètres de hauteur et une vitesse de propagation de plusieurs centaines de kilomètres/h. C'est ce que l'on appelle un méga tsunami. Dans l'histoire du volcan Mauna Loa, ces phénomènes exceptionnels, ça revient tous les combien de temps? Est-ce que vous en connaissez d'autres dans l'histoire du volcan? Ces phénomènes ont lieu tous les 50 000 ans environ. On a pu en identifier une douzaine, donc c'est un phénomène récurrent. Et heureusement, à l'échelle de l'humanité, c'est un événement rare. Mais à l'échelle des volcans, c'est une part importante de leur évolution et de leur croissance. En fait, ici, ce qui est incroyable quand on est dans ce paysage, c'est qu'on est vraiment une poussière dans quelque chose qui vous dépasse complètement en termes d'échelle. Oui, c'est sûr. C'est incontestablement une part importante de la dynamique de la Terre. Les tsunamis provoqués par des glissements de terrain ne sont pas les seuls à frapper les côtes hawaïennes. L'archipel est au centre du plus grand ensemble volcanique de la planète, la ceinture de feu du Pacifique, qui est à l'origine de fréquents tremblements de terre. Ces secousses sismiques à des milliers de kilomètres provoquent des vagues déferlantes qui dévastent régulièrement la baie de Hilo, capitale mondiale des tsunamis. La topographie de la baie, en forme d'entonnoir, multiplie la puissance et la taille de ces vagues, qui peuvent pénétrer très profondément dans les terres et tout détruire sur leur passage. Des gros tremblements de terre qui ont lieu autour de la ceinture de feu du Pacifique vont générer une onde. Cette onde, elle fait bouger l'eau à des vitesses qui peuvent être très importantes. Et quand le fond marin remonte vers la surface, ça va générer le déferlement d'une vague. L'onde arrive, elle commence à frotter sur le fond marin. L'eau va avoir tendance à monter. Et puis ensuite, bien sûr, la gravité va faire que cette eau qui monte va retomber et va donner cette vague qui arrive et qui emporte tout sur le littoral, ce qui rend ce phénomène extrêmement dangereux pour les populations qui vivent ici. Hilo est touché par un tsunami en moyenne tous les 6 ans. La plupart du temps, ces vagues déferlantes ne causent que des dégâts matériels. Mais le risque pour les hommes est bien réel. Pour se prémunir contre ce fléau venu des mers, Hawaï s'est doté d'un centre de mesure et d'alerte sur les tsunamis, le Pacific Tsunami Warning Center. C'est ici que Gérard Fryer et son équipe mesurent 24 heures sur 24 l'activité sismique de l'océan Pacifique. Nous sommes dans la salle des opérations du Tsunami Warning Center. Et notre priorité, ce sont donc les gros séismes qui engendrent des tsunamis. Donc, tout tourne autour des séismes. Et les points blancs que vous voyez sur cet écran représentent les sismographes. Le blanc, là, signifie que nous avons reçu des informations de cette station il y a quelques minutes. Ici, vous êtes à Hawaï, en plein milieu de l'océan Pacifique. Le risque pour vous, c'est la ceinture de feu du Pacifique. Le plus grand danger, historiquement, à Hawaï, ce sont les tsunamis qui traversent l'océan causés par de gros tremblements de terre dans le Pacifique sur la ceinture de feu. Ils sont à l'origine d'énormes inondations et de beaucoup de morts. Et... C'est incroyable, ici vous avez les nouvelles de la Terre, vous voyez la Terre vivre en direct. C'est le breaking news de la sismologie. À Hawaï, il faut être très rapide.
Car si le séisme est proche, la vague va déferler très rapidement. Alors d'abord, on envoie un message électronique. Puis immédiatement, on prend un de ces vieux téléphones et on dit juste « C'est le Tsunami Warning Center. Il y a eu un énorme séisme près de Big Island. On pense qu'il va y avoir un tsunami. Sonnez les sirènes. » Voilà, c'est le signe qu'il faut s'éloigner de l'océan. En moyenne, vous avez combien d'alarmes qui sonnent par jour ici? Je dirais 15, 20, quelque chose comme ça. En 2010, Gérard Fryer décide de diviser la ville de Hilo en 2 zones d'évacuation, en fonction de l'ampleur du tsunami. Cette zone rouge-là, c'est pour un niveau d'alerte normal pour les tsunamis. Nous y avons recours tous les 6 ou 7 ans environ. Ah oui, c'est souvent. Et la zone jaune, c'est pour les événements extrêmes, tous les 30 ou 50 ans. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, dans chaque famille, quelqu'un a vécu plusieurs alertes dans la zone rouge et quelques alertes dans la zone jaune. Oui, chaque résident de l'île, chaque famille a vécu l'une de ces catastrophes. Et de loin, la pire a eu lieu en 1946. En 1946, un mur d'eau de 10 mètres s'abat sur la baie de Hilo. Le tsunami qui frappe la ville est particulièrement violent. Il est issu d'un tremblement de terre survenu à plus de 5000 km en Alaska. L'onde engendrée par le séisme traverse le Pacifique à très grande vitesse et forme d'immenses vagues déferlantes qui submergent la baie. 96 personnes perdent la vie. L'ampleur de ces phénomènes me rappelle combien notre humanité est fragile face à l'activité tellurique de notre planète. Alana est l'une des survivantes. Elle n'avait que 13 ans lorsque sa maison fut submergée par les vagues. Mais elle se souvient de chaque détail. Ma maison était juste là où il y a ce bâtiment. Nous avions l'habitude d'aller là derrière et de nager dans cet espace. Le tsunami a frappé la maison alors que toute sa famille se trouvait à l'intérieur. La maison a commencé à se soulever et à bouger. Mon père a eu peur que l'on soit écrasé. Alors il m'a jeté à l'extérieur, dans l'eau. Nous nous sommes accrochés à une clôture. Nous avons attendu que l'eau redescende un peu et nous avons pu marcher sur des rochers et nous éloigner. Cette vague, quand elle arrive, elle fait un bruit énorme. Les gens disent que c'est comme un train de marchandises. Mais je n'ai jamais entendu de train de marchandises. Mais c'était un gros rugissement, un très gros rugissement. Est-ce que les gens ici étaient au courant, savaient ce que c'était qu'un tsunami avant que cette vague arrive? Il n'y avait aucune alarme pour ce tsunami. Les gens ne savaient pas qu'il fallait s'éloigner. Les gens sont sortis, ont vu l'eau se retirer. Et ils ont vu des poissons frétiller. Ils sont allés ramasser ces poissons. Mais quand la vague suivante est arrivée, ils ont été ensevelis. Aujourd'hui, quand vous regardez l'océan, est-ce que cet océan, il vous inspire toujours de la crainte? Nous sommes beaucoup plus attentifs. Si un jour je voyais la mer se retirer, je m'enfuirais le plus loin possible. Je m'enfuirais sans hésitation. Dans les rues de Hilo, Gérard Fryer m'explique que depuis ce terrible épisode, les autorités de l'île n'ont qu'une priorité: protéger la population contre le prochain tsunami. Voici un panneau d'évacuation. Il délimite la zone d'évacuation. Est-ce qu'il y a des exercices qui sont organisés ici pour préparer les gens? Ils font des exercices 2 fois par an. Les exercices sont coordonnés avec la sonnerie mensuelle de la sirène. Malheureusement, l'exercice ne va pas assez loin.
Il s'arrête avec la sonnerie de la sirène. Si la police et les conducteurs d'autobus ont tous pris leurs instructions et savent ce qu'ils doivent faire, la population, elle, s'implique moins dans ces exercices. Mais d'un autre côté, cette population a eu une succession de réelles alertes tsunami en 2010, 2011 et 2012. En 2010, ça ne s'est pas trop bien passé, mais ce n'est pas grave car les vagues étaient petites. Mais en 2011, elles étaient énormes. Vous voyez là, l'eau est montée à plus de 2 mètres. Alors, chacun a eu les bons réflexes parce qu'il s'était entraîné l'année précédente. Donc maintenant, les gens sont bien préparés. Là, on voit les conséquences directes de votre travail avec le centre de gestion des tsunamis. Mais comment vous menez cette passion des tsunamis? Dans les années 80, j'étais sismologue, mais principalement mathématicien. Je ne connaissais pas grand-chose au tsunami, mais j'ai commencé à parler à des survivants. Et en particulier avec une vieille dame dont la maison avait été détruite en 1946. Et elle avait perdu son bébé. Elle m'a demandé « Mais pourquoi mon fils est mort ?» Je lui ai répondu « Je ne sais pas vraiment. » Alors elle me dit « Mais vous allez le découvrir. » Bien sûr, c'était une vieille dame, et quelques années plus tard, elle est décédée. Mais maintenant, je me sens chargé d'une mission confiée par une femme décédée. Et depuis, c'est tsunami, tsunami, tsunami. Comment les gens vivent ici avec ce risque, qui est un risque permanent, en fait? Il y a une sorte de fatalisme ici, à Hawaï. Tout le monde connaît l'histoire des tsunamis. Tout le monde sait que nous avons été touchés en 1946 et en 1960, et ils l'acceptent tout simplement. Cela fait sens dans un endroit où il y a des tsunamis, des tremblements de terre, etc. Et chacun sait que ce que l'homme a construit ne l'est pas forcément pour toujours. Tandis que ses flancs instables menacent de s'effondrer dans l'océan, le sommet du volcan s'élève toujours plus haut vers le ciel. Si haut que les scientifiques s'y sont installés pour étudier notre atmosphère, et un phénomène qui concerne l'humanité tout entière, le réchauffement climatique. Je ne pouvais quitter ce volcan légendaire sans fouler son sommet. Pour atteindre ce laboratoire d'exception, j'emprunte la seule route existante, au milieu d'immenses champs de lave. À mes côtés, Hayden Colton, spécialiste de l'atmosphère. C'est vraiment une route qui est incroyable en étant à travers les champs de lave. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'on monte sur le plus gros volcan de la planète. Et on a l'impression que cette route, elle est tout le temps plate. En fait, Mauna Loa signifie montagne longue, parce que c'est très vaste. Notre observatoire se situe sur l'un de ses flancs, à 3600 mètres. Quand on monte si haut, on est au-dessus d'un tiers de l'atmosphère. Donc chaque fois qu'on inspire, on prend un tiers d'oxygène en moins. Et ça devient difficile de bouger et de marcher là-haut. Au-dessus des nuages, nous atteignons l'observatoire astronomique et climatique du Mauna Loa. Par son altitude et son isolement au milieu de l'océan Pacifique, le sommet du volcan est un site unique pour mener des travaux de recherche sur les mécanismes atmosphériques. Dans un environnement aride à 3600 mètres d'altitude, ce site se trouve éloigné de toute perturbation due aux activités humaines et à la végétation. L'observatoire mesure le taux de CO2 présent dans l'atmosphère, un des principaux facteurs du réchauffement climatique. Si tu peux m'aider à étendre la ligne. Pour obtenir un échantillonnage fiable, Hayden doit opérer des prélèvements à différents points du site. Il installe son unité mobile de mesure qui lui permettra d'échantillonner l'air ambiant. Donc là, on capte juste l'air grâce à la sonde au bout de la perche. Et ensuite, ça pressurise cet air automatiquement. Quel type de mesure êtes-vous en train de faire ici?
Ces bouteilles sont analysées pour définir la quantité de gaz dans l'atmosphère qui contribue au réchauffement climatique de notre planète. Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, méthane et d'autres gaz plus mineurs. Qu'est-ce qui fait que le Mauna Loa est un site exceptionnel pour collecter ces échantillons d'atmosphère? Mauna Loa est une tour au milieu du Pacifique. C'est assez haut pour ne pas avoir d'influence des villes locales et pour capter une masse d'air qui voyage dans la basse troposphère à 4000, 4500, 5000 mètres d'altitude. Et le soir, le climat favorable fait descendre cette masse d'air du sommet du Mauna Loa vers nos instruments de mesure. Et cela nous permet d'avoir une valeur très proche d'une valeur mondiale. L'isolement et l'altitude du Mauna Loa permettent aux scientifiques d'étudier des échantillons représentatifs de la composition moyenne de l'atmosphère mondiale. Mais lorsque le volcan entre en éruption, il rejette d'immenses quantités de gaz qui viennent perturber ces mesures. Ici, vous avez une vision qui est une vision presque mondiale de tout ce qui est rejeté dans l'atmosphère, y compris ce qui est rejeté par les volcans. Les volcans sont capables de rejeter une très grande quantité de gaz dans la haute atmosphère très rapidement. On les voit sur nos courbes du Mauna Loa. On voit un énorme pic juste après l'éruption, puis ça redescend doucement vers une valeur plus normale. Parfois, ça prend quelques années, parfois 5 ou 10 ans. Ça dépend de la taille de l'éruption. Chaque année, les volcans rejettent plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2 et participent au réchauffement de l'atmosphère. Mais d'autres gaz émis en très grande quantité lors d'éruptions peuvent avoir l'effet inverse. Les volcans sont parmi les plus gros producteurs de CO2 à l'échelle de la planète. Donc les volcans réchauffent notre climat. Ce qui est paradoxal, c'est que lors de très grosses éruptions, eh bien, les volcans vont émettre dans cette atmosphère des gaz, en particulier des gaz soufrés, qui vont avoir pour conséquence de refroidir temporairement cette atmosphère et créer une sorte de couverture absorbante pour l'énergie solaire qui arrive sur la Terre et qui est bloquée en haute altitude. La conséquence, c'est qu'en dessous, le climat se refroidit. On a connu ça la dernière fois en 1991, lors de l'éruption d'un volcan situé aux Philippines qui s'appelle le Pinatubo. Et ce Pinatubo a eu pour conséquence un refroidissement global de la température de la planète de 0,5 degrés les 2 à 3 années qui ont suivi l'éruption. Situé non loin du cratère, l'observatoire du Mauna Loa est en première ligne en cas d'éruption. Pour se prémunir contre les coulées de lave, les ingénieurs ont érigé une digue de roche de plus de 9 mètres de hauteur. Mais à Hawaï, les hommes savent bien que ce combat contre la nature est vain. Face au déchaînement des éléments, ils ne peuvent qu'accepter ce cycle de destruction et de création. Le volcan donne et reprend à sa guise. Ici, vous travaillez grâce à l'activité du volcan. Le fait que le volcan vous ait permis de pouvoir mettre cet observatoire au sommet du plus gros tas de cailloux de la planète. Pourtant, cette activité du volcan peut reprendre tout le travail des hommes en quelques heures, en quelques jours. Oui, nous avons bien conscience que c'est Mère Nature qui a le contrôle. Ici, nous avons les séismes, les ouragans, les tsunamis et les éruptions volcaniques. Tout ce que nous avons peut nous être repris. Nous avons bon espoir que la déesse Pelée, la déesse du feu, des volcans et de la lave, nous ignore et trouve un passage plus à l'est. Est-ce que vous diriez qu'ici, on sent la Terre vivre plus que nulle part ailleurs sur la planète? Je me sens connecté à la nature. Le proverbe dit « Prends soin de la terre, car c'est la terre qui prend soin de toi ». Je quitte Hayden et dévale seul les pentes de ce volcan mythique aux dimensions titanesques.
Hawaï, la longue montagne, comme on l'appelle ici, domine les hommes et impose sa loi au rythme de ses soubresauts telluriques. L'océan, la terre et le ciel sont liés par le plus grand volcan actif de la planète. De sa base jusqu'au sommet, les éléments se déchaînent depuis des millénaires et nous rappellent sans cesse notre fragilité.